Allez, on ouvre la séance du conseil municipal du 2 avril 2024. Il est 19h01. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Angélique Défend. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Madame Défend, vous pouvez faire l'appel. Ok, ça marche. Donc Arnaud Védy. Présent. Gabriel Lelay. Présent. Suzy Lecléache. Présent. Gérard Brun. Présent. Corinne André. Présent. Bruno Schaeffer. Présent. Alain Guédon. Marie-Thérèse Gournex. Elle est en retard. Alors, Gilles Trouvé a donné un pouvoir à Bruno Schaeffer. Sabrina Pajot a donné pouvoir à Sonia Desgranges. Grégory Florentin a donné pouvoir à Suzy Lecléache. Philippe Levesque. Présent. Laurent Charmois. Présent. Véronique Lelay a donné pouvoir à Gabriel Lelay. Julie Berge a donné pouvoir à Gérard Brun. Ensuite, Servé Akakpo, il est en retard. Sandrine Bayon-Arnaud a donné pouvoir à moi-même. Angélique Défend, je suis là. Lucas Crétier. Présent. Lucie Laudouy a donné pouvoir à Servé Akakpo. Sonia Desgranges. Présente. Vincent Sado a donné pouvoir à Arnaud Védy. Servé arrive. Servé arrive. Non. T'as pas oublié quelqu'un? Ouais, Ah, pardon. Ah, Nathalie Fiat. Ah, je n'avais pas vu. donc l'habitude. Très bien, donc nous avons le quorum. Donc nous pouvons valablement délibérer. Vous avez reçu le précédent compte rendu, enfin le compte rendu de la précédente séance. Est-ce que vous avez des remarques sur la forme et non sur le fond, parce qu'on ne refera pas les débats du précédent conseil? Il y a des demandes d'intervention? Non. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes pour? Pour? Alors? Vous dormez, hein? Vote contre? Je vous remercie. Très bien. Alors, quelques communications pour commencer. Je vais être rapide. On a notre chef de la police municipale qui va partir en retraite. Donc, du coup, il faut le remplacer. Ce matin, avec les membres du comité du CIVU, donc du syndicat de police, nous l'avons rencontré avec les autres des autres communes. Et donc, avec le nouveau, pardon, j'ai du mal ce soir. Avec le nouveau, nous avons ce matin rencontré le nouveau. Et donc, du coup, il arrivera, lui, en fonction le 1er juin. Donc, en attendant, c'est l'adjoint de la police actuelle qui fait l'intérim jusqu'au 1er juin. Donc, il viendra se présenter à nous à partir du 1er juin, au moment de fête du sport. Ce sera une belle journée pour commencer. Et deuxième chose, je voulais vous dire qu'on avait reçu, alors pas encore la notification, mais le vote a été fait la semaine passée au conseil régional pour une subvention de 64 000 € pour la commune pour les éclairages LED. Du coup, additionné à ceux qu'on avait déjà eus, on est à 80% de subvention, ce qui est parfait, c'est ce qu'on voulait justement pour commencer à faire nos travaux de cette année. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ces communications? Non. Alors, l'ordre du jour appelle aujourd'hui le premier chapitre qui concerne les finances, qui est assez lourd. Donc le premier point concerne l'approbation du compte de gestion de l'année 2023 et c'est M. Gabriel Lelay qui rapporte. Tout le monde a reçu les documents, je pense. Donc, moi j'ai une centaine de pages, je ne dirai pas plus ça. Donc, le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable implique que chacun tienne une comptabilité distincte lui permettant de décrire et de contrôler les différentes phases des opérations relevant de sa responsabilité. Ainsi, le compte administratif constitue la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur. Le compte de gestion correspond à la comptabilité tenue par le comptable.
trésorier municipal. Nous, c'est tout celui de Boissy, mais les comptes sont passés à Créteil. Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif. Le compte de gestion comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier, comptes budgétaires et comptes de tiers, notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité. Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité. Ces deux comptes en fin d'exercice doivent aboutir à une concordance de résultats. En vertu de l'article L612-12 du CGCT, l'arrêté des comptes est constitué par le vote de l'organisme délibérant sur le compte administratif après transmission du compte de gestion établi par le comptable au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Habituellement, le conseil municipal arrête lors de la même séance tant le compte administratif que le compte de gestion, et ce vote doit avoir lieu avant le 30 juin. Or, pour nous, ce sera aujourd'hui. Le compte de gestion se présente de la manière suivante. Donc, je pense que vous avez les mêmes documents que moi sur la tablette. Donc, c'est surtout les résultats. D'investissement en 2022, nous étions à moins 101 000 et plus 482 000 en 2022 en fonctionnement, donc il faisait un total de 380 000. La part affectée à l'investissement sur l'exercice 2023 est de 171 000 euros et 271 010 sur l'investissement, sur le fonctionnement, pardon. Le résultat de l'exercice 2023, en investissement plus 347 367. 367 115, même le mien est mal imprimé. Et en investissement 270 000. Donc, avec les reports à nouveau de 2022, ce qui nous laisse en investissement un excédent de 263 962 et en fonctionnement 482 121 pour un total de 748 103. Donc les résultats de l'exercice 2023 qui intègrent la clôture de l'exercice précédent, les chiffres que je vais décrire, présentent un excédent de 748 103 98. Merci, monsieur Lelay. Quel était l'avis de la commission des finances? Positif. Merci. Aucun commentaire, tout est bien passé. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette première délibération que je vais soumettre au vote? Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Deuxième délibération, l'approbation du compte administratif pour l'année 2023. Je sortirai avant la fin de la séance, enfin avant, au moment du vote. Donc, comme indiqué précédemment, les deux documents administratifs, gestion, sont identiques. Alors, le compte administratif clôture le cycle budgétaire annuel et retrace l'exécution budgétaire de l'année. C'est ainsi le bilan financier de l'ordonnateur qui doit rendre compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. Il doit être approuvé par le conseil municipal avant le 30 juin de l'année suivante, à laquelle il se rapporte et transmis aux représentants de l'État avant le 15 juillet. Nous serons largement dans les temps. Le compte administratif retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l'année considérée, y compris celles qui ont été engagées mais non encore mandatées pour procédure de rattachement, fonctionnement, état des restes à réaliser pour l'investissement. Tout comme le budget, le compte administratif comporte deux grandes sections bien distinctes. Le fonctionnement, qui concerne la gestion courante de la commune. L'investissement, qui engage sur des projets structurants de manière annuelle ou pluriannuelle.
Contrairement à un budget qui doit être équilibré, dépenses égale recettes pour chaque section, le compte administratif qui matérialise ce qui s'est effectivement passé constate généralement une différence entre les dépenses et les recettes de chaque section. L'excédent de recettes sur les dépenses de la section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement brut qui vient compenser le déficit de la section d'investissement si cela s'avère nécessaire, ou financer des opérations nouvelles d'équipement. Le vote du compte administratif est ici prévu en même temps que celui du budget primitif. En effet, même si cela oblige à clôturer l'exercice de manière précoce, ce calendrier permet l'intégration des résultats 2023 au budget primitif 2024 et supprime de fait le budget supplémentaire voté en cours d'exercice. Le compte administratif 2023 se présente de la manière suivante. Dépenses 3 420 454, recettes 3 691 117 euros, soit un excédent de 270 662. Pour l'investissement, dépenses 402 898 et recettes 770 013, soit un excédent de 367 115. Donc, il est précisé, oui, monsieur le maire, il est précisé que Donc, du coup, avant de quitter la séance, pour le vote du compte administratif, monsieur le maire doit quitter la séance. voilà, et proposer avant un candidat pour présider la séance à ma place. Monsieur Lelay, je propose, monsieur Lelay, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vous laisse voter. Il procède au vote. Qui est pour? C'est le constat de l'année. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte administratif est voté. Monsieur le maire, tout a été voté. Tout le conseil, c'est fait? Bon, très bien, merci. Le point suivant appelle l'affectation du résultat de clôture de l'année 2023. Et c'est monsieur le maire Gabriel Lelay qui rapporte. On démarre. Les articles 2311, millions la 10, je ne vous les dis pas tous, de la CGCT, pas la CGT, c'est Code général des collectivités territoriales, fixe les règles d'affectation des résultats. La délibération et l'affectation des résultats doit intervenir soit au moment de l'adoption du budget primitif, BP, si celui-ci était adopté avec une reprise anticipée des résultats, soit après le vote du compte administratif qui dégage les résultats de clôture de chaque section. Les éléments à prendre en compte, le résultat de la section de fonctionnement, il s'agit du résultat de l'exercice, dont on a parlé, socle entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de l'exercice, auquel on ajoute celui de l'exercice précédent, déficit ou excédent reporté, pour obtenir le résultat global ou cumulé. Le résultat affecté ne comprend pas les restes à réaliser. Deuxièmement, le solde d'exécution de la section d'investissement, il s'agit du solde entre les recettes et les dépenses d'investissement de l'exercice N, auquel on ajoute le déficit ou l'excédent de clôture de la section de l'exercice précédent. Il doit être reporté au compte sur le budget de l'exercice suivant, ainsi qu'au compte 1068 relatif aux excédents d'exercice capitalisés procurant une recette supplémentaire. Les résultats de l'année 2023 seront affectés de la manière suivante. Résultats de clôture cumulé de l'exercice 2023, investissement
plus 265 982 et en fonctionnement 482 121, soit un excédent global de 748 103 euros. Le résultat définitif de clôture de l'année 2023 cumulé sera porté au budget primitif 2024 sur la ligne budgétaire 002, excédent de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement pour un montant de 242 550,75 sur la ligne budgétaire 001 de la section d'investissement pour un montant de 265 982 ainsi que de 239 570 excédent de capitalisé de fonctionnement sur le compte 1068. On arrive, le total des trois, c'est le total de 749 000. Merci, monsieur Leray. Et quel était l'avis de la commission des finances? Ça va, j'imagine. On est presque tout ça, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de problème. Très bien. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation du budget. Nous avons préparé un document que vous avez reçu. Enfin, vous avez reçu plein de documents, vous lirez sur le budget. Et c'est la présentation. Ah oui, voilà, pour qu'on voit. C'est bien. Parfait, merci. Donc du coup, tout d'abord pour commencer, un petit contexte pour ce budget primitif, on va dire au niveau national, avec, comme vous le savez, une croissance qui est dans un cycle en 3 R aujourd'hui qu'on appelle résilience, ralentissement, reprise, avec la Banque de France qui prévoit une nette de baisse de régime en 2023, enfin, qui est prévue, avec une croissance anticipée à 0,9. Pour le taux de chômage, vous le savez, il est resté stable à hauteur de 7,5%. Le déficit de la dette publique, quant à lui, se creuse encore et toujours et pourrait atteindre malheureusement les 3 000 milliards d'euros en 2024. L'inflation, quant à elle, on l'a suivi tous de plein fouet, avec les 4,9 sur une prédiction à 3,1 pour l'année à 2024. Ensuite, les incidences de la loi de finances 2024, qui a été votée, je vous rappelle, à l'automne dernier, donc qui est une réforme des indicateurs financiers qui est décalée pour l'effort fiscal, mais qui est maintenue pour le potentiel. Alors, vous avez l'indice de prix à la consommation harmonisé de novembre 2022 qui indique une inflation de plus 3,9%, qui permet d'anticiper un accroissement significatif des recettes de fiscalité, normalement pour 2024 pour l'État. Donc, c'est un abondement en même temps de 320 millions d'euros supplémentaires qui sont engagés par l'État. Ah, on voit mal, non? Ne cherchez pas mon texte, hein. C'est moi qui l'ai écrit avec les données. Et voilà. Mais les slides que je commente, en fait, je commente les slides, je ne vous lis pas tout, sinon on en a pour 3 heures. Hein. Je pense que vous préférez que ce soit plus vivant, quand même. Donc, je disais oui, par rapport les dotations de l'État, bien entendu, un abondement de 320 millions exceptionnels, un écrêtement de cette dotation forfaitaire avec une compensation suspendue en 2023. Et malheureusement, le PLF avait fait un soutien à l'investissement local avec une enveloppe de 2,5 milliards d'euros pour toutes les collectivités. Nous, on a eu 100 000 euros sur ces 2,5 milliards. C'est déjà pas mal. C'est le fameux fonds vert, rappelez, ce qu'on a utilisé pour l'éclairage public. Alors, je vous propose, là, voilà, c'était vraiment le contexte général. Maintenant, je vais dérouler vraiment les grandes orientations budgétaires pour 2024. Je vous fais l'exposé. Et puis, si vous avez des questions, notez-les, des remarques, etc., observations. Et puis, à la fin de mon exposé, je prendrai vos questions et j'essaierai d'y répondre avec les services aussi bien que possible. Non, c'est pas de chez nous. Alors, pour la section de fonctionnement, recettes. Donc, vous avez dû remarquer que les recettes de fonctionnement s'élèvent cette année à 3 857 334,75 cents,
dont un excédent de fonctionnement de l'année 2023 qu'on vient de voter, qui a été reporté sur l'exercice de cette année 2024 à hauteur de 242 000 euros. Il faut savoir que dans l'excédent, vous avez pu le constater à la lecture des documents, la principale source des recettes de notre collectivité, elles proviennent des impôts locaux, des taxes foncières, qui représentent 79% de nos recettes. Merci, Pérignon. Sur la section de fonctionnement, et là dans les dépenses. Donc là, les dépenses de fonctionnement, elles sont à l'équilibre avec les recettes, bien entendu, avec un niveau de dépenses globales qui s'élève 3 857 334 et 75 cents. C'est la page 7 pour ceux qui suivent. Donc, vous avez une hausse du budget par rapport au budget primitif de 2023, qui est à hauteur de 6%, qui s'explique principalement par l'augmentation du marché de la restauration scolaire qui a été renégocié avec les 3 autres communes, Marolles, Mende et Senlis, qui représente 36 000 euros annuels, ainsi qu'une prévision d'augmentation des charges, gaz, électricité. Alors pour le coût, il faut savoir que sur la restauration scolaire, il n'y a pas eu de charges supplémentaires d'impacter sur les familles. Rappelez-vous, il y a quelques mois, nous avions fait une modulation du quotient familial, il y a même eu une baisse pour les familles. C'est sur la charge de la part commune, en revanche. Alors vous avez pu voir que sur le chapitre 65, qui est l'antépénultième ligne du tableau qui vous est présenté ici, elle augmente de 28 415,58 €. Deux facteurs accroîtraient ce chiffre, à savoir plus de 20 000 euros de notre cotisation auprès de GPSEA par le biais du FCCT. Vous savez, c'est tous les ans, il y a une augmentation qui est indexée sur l'inflation, etc., les cotisations de chaque commune. Donc nous, c'est 20 000 euros. Et l'augmentation est de 20 000 euros cette année. Oui. Sinon, on est aux environs de 400 000 euros de cotisation chaque année. 393 000 euros exactement cette année. Et ça va augmenter encore l'année prochaine, l'année d'après, comme toujours. Ça, c'est mécanique, c'est la loi. Que voulais-je vous dire? Que le CCAS, ah oui, quand même, est bénéficiaire au terme de l'exercice 2023, qui a permis tout simplement d'atténuer l'augmentation du montant à verser aux organismes. Donc dans le chapitre 67, qui est juste en bas, les charges exceptionnelles, qui est estimé à environ 20 839,75, qui concerne quant à lui une annulation de titres qui relève des exercices précédents. Ça, c'est suite à la fameuse régulation, vous savez, de la M57 qu'on avait votée. Et donc, nous, c'est 20 000 euros. Dans des communes d'autres tailles, c'est 50 000, 100 000, 100 000. Il y a une commune, plus de 70 000 habitants, c'est 2 millions d'euros. Et c'est des titres qui datent, par exemple, d'il y a 30 ans. Pour vous dire. En fait, on régularise ce que la trésorerie publique avait fait comme erreur. Donc, en gros, c'est ça. Très, très grossièrement. Ça ne me rassure pas du tout. Hop. Alors ensuite, sur l'affectation des dépenses de fonctionnement par secteur, si vous pouvez mettre l'autre slide, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc là, on voit une bonne répartition des dépenses de fonctionnement. Vous voyez que en premier, 54% qui est donc dédié à l'enfance jeunesse, là où on donne 413 000 euros hors frais de personnel. Et ensuite arrive deuxième ex-aequo, tout ce qui est le fleurissement et les services techniques, tout ce qui est la population, la vie locale et la sécurité. Donc on continue bien sûr tout notre renforcement de sécurité et comme vous le savez, on fait le concours des villes fleuries, enfin villages et villes fleuries, bien entendu, ça rentre là-dedans. Et il faut savoir que près de 115 000 euros de notre budget global, il est destiné aux manifestations locales et à la relation des usagers. Ça nous coûte cher. Hein. Et enfin, la solidarité là, malheureusement, vous voyez, c'est un tout petit 1%
Tout simplement puisque là, comme je vous l'ai dit, le CCAS a un résultat qui a été excédentaire, donc ça nous a permis de réduire l'enveloppe et qui vient finalement équilibrer aussi pour venir équilibrer leur budget. On donne moins que d'habitude. Mais ça n'empêche pas, en revanche, que de nouveaux projets ont eu lieu et ont bien réussi. Alors, les projets en réflexion pour 2024, bon, tout le monde les connaît et je ne vais pas vous lire tout le tableau qui est à l'écran, mais simplement, dans l'ensemble, on continue toujours notre plan de sobriété énergétique que nous avions commencé et voté en décembre 2022 avec l'audit des bâtiments. Tout à l'heure, j'en ai parlé dans les communications avec l'éclairage public, donc toute cette réflexion. La mise en application du plan de circulation. Alors, entrée en séance à 19h30, Madame Bournex. Notez, hein. Donc, la mise en application du plan de circulation et de stationnement après la concertation de 2023. Donc, du coup, dès cette année, enfin même déjà l'année dernière, il y a eu quelques petites actions, mais c'est dès cette année que les grosses arrêteront. Ensuite, bien entendu, toujours poursuite de l'entretien de nos écoles. Vous avez aussi les journées de l'environnement et de ramassage des déchets qui va arriver au mois de juin. Le déploiement de nouvelles actions lors de manifestations communales comme le thé dansant qui a été un véritable succès ce week-end. On a aussi le développement de recherche de subventions, mais ça depuis le début du mandat. Là, depuis 1 an et demi, 1 an, je dirais, la poursuite du plan de qualité de vie au travail pour nos agents. Ça, c'est notre directrice générale des services qui l'a mis en place. Ça, c'est très important parce que des agents qui sont en bonne santé travaillent mieux et bien. Et enfin, sur la population et la vie locale, on voit prochainement les JO, Octobre Rose qui a été un succès, la dictée intergénérationnelle qui est à venir, donc ça aussi c'est avec le CCAS. Le loto caritatif qui a eu lieu, on a eu plus de 150 personnes, là aussi qui était un succès, c'était formidable, au profit de la fondation personnelle, rappelons-nous. Là, c'est Gérard qui en a la lourde tâche, le parcours découverte du Conseil des sages qui va se faire. Et puis le diagnostic et le comptage en vue de l'implantation de commerce avec la métropole du Grand Paris, voilà, qui est totalement financé par eux, ce qui nous arrange bien, mais qui nous permet quand même d'avoir une visibilité sur l'avenir de l'implantation de commerce. Donc, ensuite, maintenant la section d'investissement concernant les recettes. Donc là, c'est différent. Autre pôle, c'est les recettes qui s'élèvent à 1 631 343,23 €. Donc une partie de l'excédent reporté de la section fonctionnement est injectée dans la section d'investissement à l'imputation 1068, comme vous a dit Gabi tout à l'heure. Pardon, monsieur Lelay. Oui, mais bon, on est quand même en séance. Soit 239 570,72 € et qui viennent s'ajouter à l'excédent dégagé lors de l'exercice 2023 dans la section d'investissement à hauteur de 265 982,51 €. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un important travail de recherche de financement depuis 2 ans, facilement, qui a été effectué par nos services et puis aussi par les élus, les adjoints qui étaient porteurs des dossiers, afin de permettre la bonne réalisation du projet qui représente 593 790 € de subvention. C'est quand même pas négligeable. Pour une commune de notre taille, c'est plus de 10% de notre budget. Alors, dans les dépenses, aujourd'hui, vous avez dans la section d'investissement des dépenses qui se passent aussi à l'équilibre, qui sont à 1 631 343,23 €. En 2023, bien entendu, nous aurons le chantier du Colombier qui a débuté et qui verra son terme avant l'été 2024. Et la prochaine étape qui sera la réalisation de ces abords. Et bien entendu, un grand nombre de projets verront le jour courant 2024 et qui pourront s'étaler sur une partie de l'année 2025. Comme on va le voir,
à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vous en ai déjà parlé. Les projets qui sont à venir et qui vont s'étaler au-delà, c'est la mise en LED de l'éclairage public, ainsi que l'audit de nos bâtiments publics communaux pour 350 000 euros. Donc là, je vous rappelle, subvention à 80% qu'on a réussi à obtenir. La réhabilitation du colombier pour une partie des travaux qui ont commencé, comme je viens de vous le dire, et qui devront se terminer avant septembre. La réfection des abords, elle, devrait en revanche démarrer dans le second semestre 2024, donc se terminer plus tard en 2025, et c'est une enveloppe globale de 400 000 euros. Alors vous me direz, et la Maison de la Nature, qui est en partenariat avec GPSEA, donc là on a une prise en charge de la commune qui est à hauteur de 390 000 euros 497. Donc j'avais donné un montant plus élevé il y a peut-être un an. Donc voilà, c'est 390 000 euros 497 que nous paierons et que nous avons réussi à échelonner en répartition sur 3 ans. Donc normalement, je dis bien normalement, la Maison de la Nature devrait être inaugurée fin d'année, je pense plutôt, voire début d'année 2025. Donc, et ensuite, bien entendu, les travaux dans les bâtiments publics, suite à l'audit qui sera effectué en début d'année. Ces travaux s'étaleront ensuite jusqu'en 2025 parce qu'on ne pourra certainement pas tout faire suite aux recommandations des audits qui nous auront été faits. Alors, je voulais vous faire un petit point avant de finir quand même sur l'évolution de la masse salariale à Périgny, parce que c'est important. Et aujourd'hui, il faut savoir que notre effectif d'agents est à 48. Donc, ça a augmenté, mais il faut savoir que la maîtrise de cette masse salariale, elle a permis une réduction de 12,73%. Alors vous allez me dire, comment, c'est pas un coup de baguette magique, bien entendu, c'est parce que globalement, la commune, elle emploie autant de fonctionnaires que d'agents contractuels. Et donc 93% des agents, là-dedans, sont en catégorie C. Il faut savoir que c'est notre plus grosse charge de fonctionnement. Donc le chapitre 012, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 1,6 million, soit 40% de notre budget de fonctionnement. Alors tout à l'heure, on fera un point sur le RSU. On détaillera, vous savez, sur tout ce qui est le plus social par rapport aux agents. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, c'était plus combien ça coûte à la commune et savoir exactement. Parce que comme c'est une délibération qu'on doit prendre, je ne voulais pas la mêler. Autre point, et ça qui est intéressant, c'est l'évolution de notre dette. La structure et l'évolution de notre dette. Donc là, on a un taux moyen qui est nettement inférieur à celui de notre strate, comme vous pouvez le voir. Donc, à gauche, donc c'est la ville de Périgny. Le taux moyen en pourcentage annuel, alors en 2022 était de 1,67, aujourd'hui en 2023 2,71. Pour les communes et EPCI, collectivités de moins de 10 000 habitants, en 2022 c'était 2,45, donc on était très en dessous. En 2023, 2,78, on est encore légèrement en dessous. Et de l'ensemble des collectivités, alors là, l'Île-de-France est toujours supérieure à la moyenne. Donc l'ensemble des collectivités, c'était 2,01 en 2022 et 2,55 en 2023. Il faut savoir que fin 2023, nous avons soulevé un emprunt et que nous avons pris le reste 2024, en début 2024, ça recommence, ça va faire. Car les taux que nous avions contractés en 2021 pour ce prêt étaient encore intéressants. Il faut savoir qu'ils sont à 1,12%. Aujourd'hui, ils sont entre 3,5 et 3,75. Donc là, nous avions bien anticipé, c'est surtout M. Lelay qui avait bien anticipé à l'époque, je me souviens. Et pour le coup, j'anticipe un peu une question, si vous l'aviez prévu. Nous avons encore une capacité d'emprunt, bien entendu, mais bon, elle n'est pas nécessaire pour l'instant, et surtout avec les excédents à prévoir prochainement. Donc, et peut-être, voilà, la dernière slide qui est sur la structure de notre dette, comme vous pouvez le voir là, avec le nombre de... Vous voyez, 2022-2023, on passe de 6 à 7, etc., avec l'encours. Donc là, le taux moyen, quand même, avec un taux
80% en taux fixe et 20% en taux variable. Alors mes chers collègues, en conclusion quand même, malgré un contexte inflationniste subi par la France et puis par Périgny depuis près de 4 ans, notre commune tend à maintenir son cap et à poursuivre nos efforts, et ces efforts pour permettre le développement de projets ambitieux, qui sont dans un cadre budgétaire restreint, comme vous l'avez compris, mais qui est optimiste et ambitieux. Et il est à noter que notre commune, aussi petite soit-elle, a fait quand même le choix, et cela pour la 4e année, et on va le voter tout à l'heure, de ne pas augmenter le taux de taxe foncière. Alors, je finirai simplement que le vote de budget de Périgny ce soir se veut humble, tout en poursuivant les dynamiques et le développement, notamment en matière d'investissement, et en inscrivant son action avec lien dans les enjeux sociétaux actuels, et notamment en matière de préservation de la biodiversité. Et je finirai très simplement en remerciant, du coup il en rougit d'avance, notre responsable du pôle ressources et notre directrice générale des services, qui ont bien œuvré avec la commission finances et surtout notre adjoint au maire pour réaliser ce budget, je dirais quand même parfait, et que bien des communes nous envient, parce que tout le monde n'a pas ce que nous avons ce soir. Mes chers collègues, si vous avez des demandes d'intervention, c'est à vous. Non. Bon, je soumets donc au vote ce budget 2024. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Une opposition? Donc, adopté à la majorité. Je vous remercie. Point suivant. Attribution de la subvention au CCAS pour l'année 2024. Maintenant que le budget est voté, on peut commencer à répartir. Voilà. C'est logique. Donc, c'est moi qui rapporte là, c'est ça, hein? Oui. C'est monsieur Lelay, hein, je pense. Bon, alors c'est moi. Ça y est, budget voté, l'adjoint aux finances ne veut plus. Ouais. Oui, bon, on a le droit, voilà. Donc, comme vous le savez, donc là, notre CCAS, toujours pour faire tout ce qui est inclusion sociale, aider les plus fragilisés qui sont frappés de plein fouet depuis longtemps par les plusieurs crises économiques et sociales que nous avons. Donc, comme vous le savez, à la fin de l'exercice 2023 du budget du CCAS, non plus du budget de la commune, il y avait un résultat positif qui permettait à celui-ci de dégager un excédent de trésorerie. Ce dernier permettra donc au CCAS de poursuivre ses actions et leur développement. C'est pourquoi ce soir, nous allons donner moins que les années précédentes. Donc, nous prévoyons d'accorder une subvention de 10 000 € qui permet ainsi d'assurer l'équilibre du budget du CCAS, qui s'élèvera à 33 430 €. Ce qui a des... Alors, pardon, et l'avis de la commission des finances était favorable. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Là, c'est toi. C'est le direct. Donc, du coup, je ne vais pas parler autant ce soir. Maintenant, nous allons faire le vote des taux d'imposition des taxes directes locales et la délibération 6. Donc, comme vous le savez, le conseil municipal fixe chaque année les taux de taxes directes, donc qui sont taxes foncières sur les propriétés bâties, les taxes sur les propriétés non bâties, enfin taxes foncières pardon, sur les propriétés non bâties, et les taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Alors, depuis la réforme de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, vous savez que plus personne ne la paye,
les communes comme nous ne bénéficient cette année, depuis l'année 2021, du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc c'est pour ça que vous l'avez dans le petit tableau de la délibération. Donc le taux de la commune est toujours inchangé à 17,5 et le taux de la taxe foncière départementale 13,75, qui fait un taux d'imposition de 3023 de 31,25. Alors ainsi, là, comme vous le constatez, pas d'augmentation. Il vous est proposé de ne pas augmenter le taux d'imposition, bien entendu compte tenu du contexte inflationniste actuel. Et de même pour le foncier non bâti, et là par contre nous était déjà dévolu, de 33,97%. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, les impôts n'augmenteront pas. Pour la part communale. Parce qu'après, l'État, malheureusement, 3,9 ils ont prévu dans leurs assiettes. Ensuite, maintenant, délibération 7, vote du taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour l'année 2024. Donc là, pareil, le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires là, doit être voté et il vous est proposé un taux inchangé de 25,59. Est-ce qu'il y a des questions? Ah mince, pardon. Donc l'avis de la commission était favorable. Je suis sûr qu'il voulait me manquer. Non. Pareil pour la précédente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a... Je soumets donc à votre vote des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Là, alors 8, autorisation de frais de représentation de Monsieur le maire. C'est Monsieur Gabriel Lelay qui... C'est bon là, tu rapportes? D'accord. Donc, autorisation de frais de représentation de Monsieur le maire. Ça a toujours existé, mais ça passait dans des postes comptables internes différents. Donc, l'article 2123-17 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut percevoir une indemnité pour frais de représentation. Celle-ci est votée par le conseil municipal sur les ressources ordinaires de la commune qui en décide le montant. L'objet de cette indemnité pour frais de représentation est de couvrir les dépenses supportées par le maire à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Les frais de représentation du maire seront pris en charge dans la limite d'une enveloppe annuelle fixée à 2 500 € sur présentation de justificatifs correspondants. Merci, Monsieur Lelay. Alors, tout simplement, pourquoi cette délibération? Parce qu'avec la M57, on est obligé de la faire. Et il nous est arrivé précédemment, c'est pas de frais, et depuis le début du mandat, il faut avouer. Et là, on a reçu une petite délégation, enfin le maire de notre ville jumelle, le maire de Boécourt. Bien entendu, on l'a emmené au restaurant, et puis j'ai avancé les faits, enfin, j'allais pas. Et c'est avéré que là, c'était un peu plus compliqué, donc d'où la délibération ce soir, pour simplifier tout simplement, parce que là, bon, le trésorier public nous a dit oui, bien sûr, ça s'impute, etc. Mais il nous a dit, le mieux étant de le faire, je trouve qu'en toute transparence, de toute façon, c'est très bien. Et, bien entendu, libre à vous, après, si vous voulez consulter, voir les pièces, elles seront à votre disposition. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce point? Ça a toujours existé, donc c'est une bonne solution. Oui. Non? Parce que si ça a Oui. toujours existé, juste La si ça a délibération, toujours existé, la délibération n'avait jamais été existée. non, Votée. il a dit, Mais ça existait. Non, mais avant, il y avait des frais. Oui, mais là, aujourd'hui, avec le changement, avec la nouvelle nomenclature M57, il faut le faire différemment. Mais avant, moi, j'avais pas de frais. Là, c'était un repas oui, bien sûr. à 600 €. Donc, moi, j'ai jamais fait de repas parce qu'il était avec ses sacs adjoints. Enfin, voilà. Puis après, on avait Marité, on était avec Gabi, Lucie et moi. Donc, c'était un gros. Je comprends. Et Voilà. ils étaient Enfin, il faut. Ils étaient- Et ils c'est étaient- aussi, et c'est pas que ça, c'est aussi par exemple quand on a une gère, quand il y a un décès, malheureusement, bon ben voilà, on l'imputera sur ça.
c'est mieux, c'est les frais de représentation quand on y va, etc. Donc c'est tout les, comme pour les commémorations, etc. Sollicité par le percepteur. qui Oui, souhaite et bien sûr aussi- demandé par le percepteur. Bon. Enfin, c'est administratif, plus, on va dire qu'autre chose. On a mis le moins. Parce qu'il y en a qui se votent beaucoup plus, il faut savoir. Après, on n'est pas obligé d'utiliser l'enveloppe. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ça peut être. Très bien. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Des oppositions? Une opposition? Merci de cette majorité. Délibération 9 concernant l'institution de la prime de pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire pour le personnel communal. Et c'est moi qui rapporte. Donc depuis plusieurs années, vous savez que nos fonctionnaires comme nous font face à l'inflation. Décidément, ce soir, on en aura beaucoup parlé, notamment dû à la Covid ou aux différents événements géopolitiques. Je ne peux pas vous refaire le 20h, mais vous savez très bien de quoi on parle. Sans pour autant, bien entendu, voir leur salaire augmenter de manière significative. Alors le gouvernement a certes, de manière unilatérale et sans demander l'avis des communes, pris la décision d'augmenter le point d'indice de 1,5% en 2023. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé déjà à l'automne 2022 et c'était là que la ministre m'avait répondu. Je ne vous confirme ni vous infirme cette augmentation. Et puis finalement, 6 mois après, c'était voté. Et 5 points en janvier dernier. Donc malheureusement, cela ne compte pas la totalité de l'impact de l'inflation. Donc il y a eu le décret en juillet 2023 pour certains, qui a institué pour certains agents de la collectivité et d'État de la fonction publique hospitalière ainsi que certains militaires, et un second décret qui est du 31 octobre 2023 qui est une prime au profit des agents de fonction publique territoriale cette fois-ci. Et dans ce cadre, donc notre commune, soucieuse de leurs conditions de travail et comme d'habitude de nos agents, souhaite appliquer cette prime de pouvoir d'achat exceptionnel sous les mêmes conditions que celles qui sont initialement prévues pour les fonctionnaires d'État et de la fonction publique hospitalière, à savoir donc là qu'il faut avoir été nommé ou recruté par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023, être employé et rémunéré par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics au 30 janvier 2023 et avoir perçu une rémunération brute, je dis bien brute, telle que définie à l'article 3 du décret, inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Et alors, vous avez tous le tableau dans la délibération, et donc sur nos 48 agents, ça en concerne 27. Combien? 27. Enfin, en fait, j'ai calculé. J'ai additionné les cases, tout simplement. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération? Et cette prime, elle s'élève à combien? Alors, l'impact budgétaire, c'était 16 000 €. 16 500. Global. 16 550. Dispatché par 27. Oui, voilà. Mais c'est en brut, hein. C'est en brut. Inversement proportionnel à la Ah, c'est en brut en plus. Bah, c'est le décret, hein. Oui, bah oui. Sur les primes lithographes, le truc. Je sais, Bruno. Mais c'est pour ça, c'est un petit plus vraiment. Voilà. C'est pas. C'est pour ça. Et ça, c'est que une fois par an, c'est ça? Ah non, c'est une fois pour toujours du mandat, sauf si l'État nous permet de le refaire. Mais c'est pour ça. Soit on le fait maintenant, soit on le fait jamais. Voilà. C'est ça. Donc là, l'opportunité nous était donnée. Avec du reste, voilà. Donc autant le faire. Je pense que c'est quand même intéressant. S'il y a d'autres prises de parole? Non? Moi, je ne comprends pas. Je soumets. Ah ben, il fait peut-être pas partie des 27, justement. Et je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie pour notre personnel communal. Alors, voilà, on en parlait. Ce point suivant est la fameuse modification du règlement budgétaire et comptable M57. Vous savez que le 26 septembre dernier,
le Conseil avait délibéré en faveur de l'application de la nomenclature M57, qu'on n'avait pas le choix, de toute façon, il fallait qu'on délibère, ou alors si on décidait de ne pas l'appliquer, l'État nous l'imposait à partir du 1er janvier. Donc, pour améliorer tout simplement la gestion financière et dans ce schmilblick administratif, et surtout qu'on ait une meilleure transparence, les services financiers ont mis en œuvre une classification par antenne. Vous vous rappelez, dès le début du mandat, on voulait faire ça, pour identifier les divers projets et ainsi nous permettre d'analyser les centres de coûts de la commune, de la même manière que cela est déjà effectué pour le budget de fonctionnement, donc autant qu'on l'applique aussi pour le budget d'investissement. Voilà, c'est simplement vraiment un petit changement dans ce règlement que vous avez eu et relu, re-relu. Je sais que vous connaissez par cœur. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Non. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Très bien, maintenant on passe au... Juste un petit truc là, je veux revenir sur le point 8. Tu normal. ne vas pas nous faire le même coup que Macron, tu vas nous louer un jet là pour ramener tes costumes au corps. Ça risque. Ça passe pas. Ça. C'était la pub détente. Le montant est déjà plus important. Oui, déjà il n'y a pas assez. Ouais, mais c'est pas la même distance, c'est le Brésil là. J'ai pas les costards, j'ai pas les mêmes. Je peux te dire que les miens. Pas bon. Et je les fais pas payer par la commune. Affaires générales, deuxième chapitre de ce soir. Il y a 4 points. Et ce soir, tout à l'heure, je vous en ai parlé justement, qu'est l'avis du comité social territorial qui est relatif au rapport social unique 2022. Vous savez, c'est toujours un an après que ça arrive. Et donc ce rapport social, puisque nous sommes affiliés au centre de gestion interdépartemental, le CIG, qui se trouve à Pantin, et où j'ai le plaisir de siéger une fois par mois, voire tous les 2 mois, s'occupe là pour les agents, pour les collectivités qui ont moins de 50 agents. Nous, on est à 48, nous sommes encore dedans. Donc ce rapport social, que j'espère que vous avez lu, parce que qui est très intéressant, qui nous permet de prendre une photo, s'articule vraiment autour de différentes thématiques qui sont aussi bien l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l'organisation aussi du temps de travail, et ce qui rentre dans ce que nous faisons depuis maintenant un peu plus d'1 an avec la qualité de vie au travail grâce à notre directrice générale des services, et l'amélioration des conditions de leur qualité de travail, et l'action et la protection sociale et le dialogue social. Il y avait une coquille, l'avant-dernière ligne, c'est pas d'accent sur le A, avant a été transmis. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. D'accord. Bon, voilà, il faudra me la corriger avant que je signe. Donc, comme vous avez pu le voir dans le rapport, au 31 décembre 2022, puisque c'est celui de l'année 2022, donc là on est en N-2, il est fait en 2023 et il arrive en 2024, c'est le moment où on doit le voter. On était avec 30 fonctionnaires, 11 contractuels permanents et 2 contractuels non permanents. Et vous aviez une pyramide des âges avec une moyenne de 42 ans, ce qui est quand même tout bien, plutôt des jeunes dans notre collectivité, pas autant que toi, je le conçois. Et vous avez une part des agents avec avancement, si vous voyez dans l'évolution professionnelle, que ce soit par l'avancement d'échelon ou par l'avancement de grade, qui est de 63,3%. C'est quand même assez important. Et comme quoi nos agents en fait font les formations, se poussent et avancent. Et là, il faut savoir, lors de la précédente séance pour qu'on lance le RSU, un de nos collègues m'avait posé la question, qu'en est-il du DUERP, etc. Donc effectivement, il est en cours, donc on l'aura pour l'année 2023, et qu'on votera en 2025. Voilà. Donc le DUERP, c'est un document unique qui concerne les conditions de travail. Est-ce qu'il y a des questions? C'est les risques psychosociaux. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, ou des observations? Non, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité.
Point 12 est l'instauration du télétravail au sein de la mairie. Eh bien, figurez-vous qu'on ne l'avait pas instauré dans notre règlement intérieur pour le personnel communal, parce qu'il avait été instauré lorsqu'il y avait eu la crise sanitaire. Donc là, de fait, tout le monde était impacté, et depuis, nous ne l'avions pas encore voté. Même au moment où nous avions dû voter les fameuses 1067 heures, vous vous rappelez. Donc là, du coup, 1600, 1600, pardon, 1607 heures. J'ai mélangé les chiffres. La fatigue. 1607 heures, donc dans la continuité tout simplement de développement des ressources humaines au sein de notre commune, qui a déjà été bien amorcée par le CET, donc je vous rappelle qu'est le compte épargne-temps qui permet à nos agents aujourd'hui d'épargner de leur congé pour une année plus tard ou pour leur retraite, tout simplement. L'actualisation des astreintes techniques et décisionnelles, et aussi, aujourd'hui, tout simplement, la mise en place de ce fameux télétravail. Donc on rentre dans le moule administratif parce qu'aujourd'hui, aucun agent ne pouvait le faire. Alors, les agents exerçant le télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents qui exercent sur leur lieu d'affectation. La période de télétravail est portée à 1 jour par semaine maximum ou 2 demi-journées pour les responsables de service et la direction. Et en ce qui concerne les agents qui sont non soumis à responsabilité, le télétravail porte sur une journée fixe et qui sera à définir avec le responsable de service. Alors là, chaque agent devra signer une convention. Donc après, je pense que vous avez dû lire toutes les modalités qui sont liées à l'application du télétravail. Et je vous laisse, si vous avez des questions à me poser sur ce sujet. Alors, il faut savoir que, par exemple, dans le télétravail, moi j'ai vu ça au CIG, il y a des collectivités, par exemple, ils leur payent le siège de télétravail pour chez eux. Attends, ça c'est un accord QVT, c'est autre chose. Non, ça va, eh ben, c'est une modification dans le règlement de travail. QVT. Non, mais c'est dans le règlement de travail, dans le règlement pour le télétravail. Oui, mais c'est un accord QVT, c'est un autre truc qu'il faut Qualité refaire. de vie. Et on fixe la somme qu'on alloue aux salariés. Il y a une certaine somme à allouer aux salariés. C'est-à-dire que tu as certaines entreprises qui vont fournir jusqu'au bureau, jusqu'au siège et jusqu'au remboursement d'une partie de la facture d'électricité. Même pour une fois par semaine, tout à fait. Oui. Ouais, non, voilà. Et... Jusqu'à un remboursement de facture d'électricité. Certaines entreprises vont aussi loin que ça. Oui, tout à fait. Mais c'est un accord QVT. Mais c'est dans le règlement Les du travail sont définis. C'est-à-dire, on va demander aux salariés s'ils veulent le mardi ou le jeudi, s'ils veulent le lundi oui, ou le ça. vendredi. Et c'est bien ces jours-là. Il ne peut plus les. Ah oui, non, après, il y a une organisation. Non, mais c'est un accord QVT. Ça, c'est un accord QVT. Pour le remboursement d'une chaise ou d'un bureau. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas dedans. Hein. Juste Je vous le dis, rassurez. Enfin, voilà. C'était pour vous dire ce qui se fait ailleurs aussi. Oui, ça peut aller aussi. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Moi, je m'abstiens. Tu t'abstiens? Merci, monsieur. Pour cette majorité. Alors, abstention ou opposition? Non, mais je m'abstiens. Ah, d'accord. Ni oui, ni non. Point suivant, renouvellement des tarifs des concessions du cimetière et pour le columbarium, caveau provisoire. Et c'est monsieur Gérard Brun qui rapporte. Comme chaque année, le conseil municipal doit renouveler les tarifs du cimetière. 2024, c'est simple, les tarifs seront reconduits tacitement et correspondent à ceux votés en 2023. Et lui, pour rappeler les prix, donc concession du cimetière, qui avait légèrement augmenté en 2023. Donc, les tarifs proposés pour l'acquisition et le renouvellement sont pour 15 ans 332 €, 30 ans 674, pour 50 ans 1203. Les cases des columbariums. Donc, les tarifs avaient également légèrement augmenté en 2023, donc ne changeront pas pour 2024. Tarifs proposés pour l'acquisition et le renouvellement, 15 ans 503, 30 ans 717, 50 ans 1113.
Le caveau provisoire pour les cercueils et les urnes, donc il n'y a aucune augmentation en 2023, aucune en 2024, remonté en 2022 la dernière. Les tarifs proposés sont forfait d'entrée 50 €, plus 5 € supplémentaires par jour. La durée ne pourra pas excéder 3 mois. Donc, je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci, Monsieur Brun. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Ouais. Oui. Même quand on est mort, on nous taxe. Ah oui, malheureusement. Et attends, et c'est pas, oula, et c'est pas la commune la plus chère. Hein. Oui. Je dirais pas les noms des sociétés qui s'en occupent, mais bon. Parce que nous, par exemple, pour relever les tombes qui sont faites depuis maintenant quand même 2 ans avec Monsieur Brun et le service responsable, juste relever une tombe, c'est 1 500 €. Hein. Une tombe. Donc c'est pour vous dire que quand on fait payer ces tarifs-là, on en est loin. Quoi. On a une bonne nouvelle quand même, le nouveau columbarium qui sera à 24 cases. Les tarifs ont baissé puisque les cases seront plus petites. Donc on pourra mettre 2-3 urnes en fonction de la dimension de l'urne. Et donc les tarifs vont baisser pour les concessions columbarium à venir. Comme ça est voté au budget, donc ce nouveau columbarium va être mis en place en 2024. Donc les prix vont baisser. Au bonhomme. Et il y aura pour mettre les plaques. La stèle a été posée, mais malheureusement, elle est branlante. Elle est mal scellée. il faut la C'est des caveaux de combien de places? Là, ce sera donc activé. Pour les caveaux. Non, c'est pas les caveaux, ça, Non, c'est là, les c'est urnes. Pour les urnes, Voilà, pour c'est le les columbarium. Mais les caveaux, sinon, c'est combien de places? Là, ça dépend du caveau, c'est en fonction de ce qu'on fait. Ça peut être 2, 3, 4 places. T'as le temps. Vous avez le temps. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole sur cette délibération? Non. Je vous remercie. On va voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Point 14. Appelle la reconduction de la convention de mise à disposition d'un agent par Grand Paris Sud-Est Avenir au profit de la commune de Périgny-sur-Yerres. Donc, comme vous le savez, que dans le cadre de sa collectivité de solidarité vis-à-vis des communes dites de taille modeste, dont Périgny fait partie, notre territoire développe ces dispositifs d'appui technique et humain au bénéfice des communes concernées. Donc là, ça concerne tout simplement le renouvellement de la mise à disposition de l'agent que vous connaissez déjà, technique, qui est un adjoint technique, territorial, pour exercer les fonctions de secrétaire administrative auprès de la Direction générale des services et du pôle aménagement pour la totalité de son temps de travail. Et notre commune rembourse annuellement la rémunération de l'agent à GPSEA, déduction faite de la prise en charge de GPSEA à hauteur de 15 723 €, 60 € annuels. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la même chose que l'année dernière, hein, pour le coup. Ça, il faut le faire chaque année? Bah oui. Pour que ça nous coûte moins. Non, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était C'est une convention annuelle. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est une unanimité. Vous pouvez la rassurer, Madame la Directrice Générale, elle peut revenir travailler demain. Elle n'a pas écouté. Maintenant, on passe au 3e chapitre qui concerne l'urbanisme, qui est le point 15 et qui est rapporté par Madame adjointe Corinne André concernant la convention d'intervention de la foncière entre l'établissement public foncier d'Île-de-France et notre commune et l'établissement public territorial qu'on vient de voir, GPSEA. L'établissement public foncier d'Île-de-France est PIF, piloté par la région et l'opérateur public foncier des collectivités franciliennes. Depuis 2006, il contribue au développement de l'offre de logement et au soutien du développement économique. Confronté aux objectifs de mixité sociale imposés par les lois ALUR et 3DS, la commune de Périgny-sur-Yerres, en lien avec GPSEA, a sollicité la mise en place d'un partenariat avec les PIF pour l'ensemble des zones du territoire communal, pouvant permettre la réalisation d'opérations de logement. Ces zones sont définies dans un périmètre géographique d'action sur la commune, donc vous avez la carte en pièce jointe,
Dans le cadre d'une politique de renouvellement urbain, cette convention d'intervention foncière devrait permettre de mener des opérations foncières propices au développement d'opérations bien insérées dans l'environnement et cohérentes avec les orientations du PLU et du PLUI à venir. Merci Madame André. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération dont on avait déjà parlé précédent conseil? Pour rappel, vous savez, on était conventionné avec notre contrat de mixité sociale de 2020 du précédent mandat avec le SAF 94 et donc il devait faire justement de la veille foncière sur la commune, exactement les mêmes missions, et il s'avère que là ça n'a pas trop fonctionné et avec les FIF, c'est que si un jour des opérations devaient se faire, c'est que l'amende que nous payons SRU pour des logements sociaux, si un jour préemption il y avait et des logements se construisaient, c'est là que l'amende est déduite, alors qu'avant avec le SAF 94 c'était pas possible. Du coup l'argent que nous verserions irait pour les logements sociaux qui seraient construits à Périgny, pas ailleurs, parce qu'aujourd'hui l'argent qu'on verse il sert à d'autres communes et puis à faire fonctionner les FIF. Autant que le SAF utiliser. pour 4% de commission. Et le SAF prenait 4% de Contrairement commission. au ETF qui ne prend Alors que rien. le FIF ne prend rien. L'avis des commissions, parce que c'était passé dans 2 commissions, était favorable. Hein, c'était espace public et qualité de cadre de vie. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Non. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, maintenant, on passe au dernier chapitre de ce soir. Il l'avait pas. C'est culture et animation. Et là, concernant les attributions de subventions aux associations locales. Alors, et c'est Suzy. Ce que tu veux. Attribution des subventions communales aux associations locales, année 2024. Qu'elles soient culturelles, sociales, sportives ou bien encore de loisirs, les nombreuses associations de la commune participent au quotidien à l'animation de la commune. Comme chaque année, la commune poursuit son soutien auprès des associations en attribuant des aides visant à promouvoir et à développer le tissu associatif local. Au regard des sollicitations de subventions demandées par les différentes associations de la commune, la commission culture et animation s'est réunie le mardi 13 février 2024 afin d'arbitrer les sommes qui seront accordées. En effet, le conseil municipal est souverain pour attribuer des subventions au tissu associatif local. Les subventions ne constituent en aucune manière un droit. La collectivité locale, les accordant ou les refusant, à sa discrétion. De même, il n'y a aucune obligation pour la commune de reconduction d'une subvention. Pour rappel, la demande préalable de l'association doit comporter les éléments suivants. Statut de l'association, composition des instances statuaires, président, bureau, conseil d'administration, compte du dernier exercice faisant ressortir l'emploi fait de l'éventuelle subvention communale précédemment accordée. Budget prévisionnel pour l'année en cours mettant en évidence les financements publics attendus et l'autofinancement possible. Compte rendu d'activité détaillé pour l'année écoulée et rapport d'activité prévisionnel pour l'année à venir. Plan de financement détaillé pour un projet de travaux ou d'équipement à réaliser. Objet, le cas échéant de la demande de subvention, etc. D'après le Code général des collectivités territoriales, article 16.11.4, il appartient à la commune qui attribue une subvention d'assurer un suivi. Pour cela, l'association a obligation de fournir les éléments qui lui seront demandés. Le contrôle des associations doit être proportionné avec l'importance de l'aide communale. Le suivi portera surtout sur les comptes du dernier exercice, l'évolution du contenu des statuts, le nombre et la rémunération des éventuels salariés, le compte-rendu annuel d'activité, l'utilisation de la subvention communale, etc.
Ainsi, l'étude des attributions des aides a été effectuée au plus près des besoins recensés par les associations, certaines ayant évoqué des difficultés consécutives à la crise sanitaire. Dans ce cadre, des leviers tels que des aides accordées par le département ont pu être soulevés. Je vais vous donner le détail. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Alors, il a été décidé de répartir, ou ne pas répartir, comme suit les subventions aux associations pour un montant total de 19 200 €. Arc Nature 250, Club Omnisport 11 000, Cœur Polyvoce 300, Comité des Fêtes 500, FNACA 200, Forme et Couleurs 1950, Football Club 800, GPSEA Les Abeilles 200, James Dance 500, Les Croqueurs de Pommes 250, Maples Co 150, Orchestre d'Harmonie Briard 1200, Tennis Club 1700, Terre à Feu 400, Université Interage 100 €. Ceci a été délibéré donc en commission culture et a été approuvé par la commission finances. Donc je vous le soumets. Je vous S'il y a des questions avant. Oui, j'ai une question. Oui, monsieur. Pourquoi le tennis club 1700 et J'ai pas la demande de subvention sous les yeux, mais il demandait le double. On a divisé par 2 et voilà, c'est le fonctionnement. C'est pour les événements. C'est pour les quand ils font les. Ouais. C'est les achats de coupes, ça va être aussi tout ce qui est les tournois. En fait, c'est ça, c'est les tournois. c'est beaucoup d'argent. On a 40 licenciés sur la commune, ça je sais. Sachant que les chœurs polyvotes, à chaque manifestation qu'on fait, ils sont là. Commémoration. Commémoration, pardon. Parce que s'ils viennent à toutes les manifestations. Ils sont tout le temps là et. Oui, mais c'est ce qu'ils ont demandé. Oui, oui, c'est en fonction des demandes. On réajuste, on leur donne jamais plus que ce qu'ils nous demandent. Au contraire, on baisse à chaque fois. D'un autre côté, sur le cœur, il n'y a que 3 ou 4 pérignons, tandis qu'au tennis, il y en a 40. Bah, c'est tout. C'est aussi ça qui fait la différence. Je regarde aussi lorsque la commune fait quelque chose et C'est qu'ils sûr sont là, que c'est important. ils sont là. Et le tennis aussi, quand on fait une manifestation comme Octobre Rose, etc., la fête du sport, ils sont présents aussi. Chaque fois qu'on leur demande d'intervenir, ils interviennent. D'autres demandes d'intervention? Alors je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui. Une abstention, des oppositions? Aucune opposition. Merci. Oh, et maintenant le dernier point à l'ordre du jour, est l'autorisation de signature d'une convention de partenariat avec la métropole du Grand Paris dans le cadre du pavoisement pour les fameux Jeux Olympiques de Paris, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et c'est Madame Lecléache qui rapporte. Ah bon? J'ai rien, non? Ah bon? Mais je savais pas. Bon, bah alors je vais le faire. Non, bah. Bon, bah. Mais vous m'aurez fait le coup toute la soirée, là. Oui? Bah, c'est dans ta commission. Bon. Alors, c'est Madame Lecléache qui rapporte. Alors, autorisation de signature d'une convention de partenariat avec la métropole du Grand Paris dans le cadre du pavoisement pour les Jeux de Paris 2024. Rapport de présentation. La métropole du Grand Paris est un établissement public de coopération intercommunale créé le 1er janvier 2016. Elle a pour objectif la définition et la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses 7 millions d'habitants au sein de 131 communes, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable.
Labellisée Terre de Jeux 2024, puis désignée collectivité hôte chef de file, la métropole du Grand Paris accueillera de nombreux sites de compétition et centres de préparation aux Jeux. Pour contribuer à la réussite locale des Jeux Paris 2024 et faire en sorte que chaque métropolitain puisse y prendre part, la métropole du Grand Paris a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Vivez les Jeux de Paris 2024 dans votre commune de la métropole du Grand Paris pour soutenir et promouvoir un ensemble d'événements et d'animations festifs proposés par les communes métropolitaines dans les centres-villes et en abord de cours d'eau. En accord avec le règlement de cette AMI, le programme porté par chaque commune lauréate devra obligatoirement être assorti d'un pavoisement sur l'espace public aux couleurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et de la métropole du Grand Paris. La métropole soutient également certains sites de célébration destinés à faire vivre les Jeux en dehors des sites de compétition. La métropole accompagne plusieurs collectivités à l'installation de ces sites pour que le plus grand nombre de métropolitains puissent en profiter. La métropole du Grand Paris a ainsi souhaité aller plus loin en amenant les Jeux au cœur des communes et plus particulièrement celles les plus éloignées des sites de compétition en leur permettant de pavoiser les rues aux couleurs des Jeux. La commune de Périgny-sur-Yerres est labellisée Terre de Jeux 2024 et souhaite favoriser l'accès pour ses habitants à la promotion des Jeux olympiques et paralympiques à Paris et à la découverte des disciplines sportives représentées. Merci Madame la maire adjointe. Il faut savoir que dans le cadre justement des Jeux olympiques et paralympiques, le 1er juin, vous êtes tous invités, vous l'avez déjà tous noté dans vos tablettes, à l'événement Fête du sport que nous faisons avec toutes les communes du plateau Briard, à Villecrène, au stade d'Auteuil. Et ensuite, il y aura le passage le 21 juillet de la flamme olympique à Grosbois, là où il y aura aussi des animations qui sont très intéressantes pour les familles et où vous pourrez bien entendu voir les athlètes. Et, il y aura des places aussi à gagner. Et des places à gagner. Voilà, il y aura lors des animations des places à gagner pour les Jeux. Ce qui peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Oui, monsieur. Parce que bon, c'est vrai, il y a un programme de pavoisement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu profiter peut-être pour leur demander, suite à tout ça, que Périgny gagne quelque chose, par exemple du gazon sur le stade, ou un truc comme ça, qui reste dans le style du jeu. C'est pas, puisqu'on a un terrain depuis qui est avec beaucoup de difficultés à pouvoir le gazonner. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, ou est-ce qu'il n'est pas encore possible d'obtenir quelque chose? Ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont proposé. C'est de la déco, ça va partir, ça fait beaucoup d'investissement. Ils nous livreront aussi des matériels des matériels qui nous laisseront ultérieurement en genre tente, etc. Donc ils nous en font cadeau après. Ils en font des choses qui sont laissées, par exemple le gymnase. C'est écrit. Dans la convention. C'est écrit. C'est écrit, c'est pas signé. Il n'y a rien qui va se passer. À la fois. Ça va se passer à Villecrène et à Grosbois. Tu crois que tu vas avoir quelque chose? Mais Gabi, à ton âge, tu crois qu'on va faire Noël? Non mais t'es sérieux? Et tu plaisantes, ils nous livrent du matériel à toutes les communes. Qu'est-ce qu'ils vont livrer à Périgny? Il n'y a rien qui se passe à Périgny. C'est marqué. Comme sur le port Salut. Voilà, on aura des. Tu verras, on en reparlera et tu auras Tu tort. me montreras à la tente. Oui, tu auras tort. Si tu en as une, je te jure, je te mets un flot autour. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le sujet avant de soumettre au vote? Non. Très bien. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2, 3, 4. Alors, 4, pas plus. 4 abstentions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Je vous remercie de cette majorité. L'ordre du jour étant épuisé, nous pouvons lever la séance. Il est 20h20. Merci à vous d'être venus.